Le cœur froid, mon mari a signé le formulaire de consentement pour me débrancher. Le médecin avait dit que j'avais encore une chance. Quand je me suis soudainement réveillé, au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai murmuré une seule phrase qui a fait pâlir le médecin et l'a poussé à appeler immédiatement la police. Avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que cette chaîne puisse grandir et vous apporter encore plus d'histoires captivantes. L'obscurité. C'était tout ce que je pouvais voir aussi loin que mes yeux pouvaient atteindre, ou plus exactement, aussi loin que ma conscience pouvait tâtonner. C'était comme sombrer au fond de l'océan le plus profond, un endroit où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Mon corps me semblait d'une lourdeur impossible, comme si une dalle de béton de 1000 tonnes écrasait ma poitrine, mes jambes, mes bras. Je voulais bouger. Je voulais hurler. Mais pas un seul muscle de mon corps n'obéissait aux ordres de mon cerveau. J'étais piégé, emprisonné à l'intérieur de ma propre chair. Cependant, mon sens de l'ouïe était extraordinairement aiguisé, bien plus que lorsque j'étais pleinement consciente. Je pouvais entendre le bourdonnement du ventilateur pompant de l'air dans mes poumons avec un rythme monotone et terrifiant. Bip, bip, bip. Le son du moniteur cardiaque est devenu le seul signe que j'étais encore en vie, que mon âme n'avait pas encore abandonné ce corps impuissant. Comment va-t-elle, Dr Evans? Cette voix. Mon sang n'a fait qu'un tour à l'instant où je l'ai entendu. C'était Rick, mon mari. Son ton était si triste, si fragile, comme s'il était le mari le plus souffrant au monde sur le point de perdre son épouse bien-aimée. Mais je savais exactement quel genre de sourire démoniaque il cachait probablement derrière cette façade pitoyable. Ses signes vitaux sont stables, Monsieur Henderson, bien qu'Eleanor soit toujours dans le coma, a répondu le docteur Evans. La voix du docteur Evans semblait lasse mais ferme. Je pouvais imaginer le froncement de sourcils sur son front alors qu'il vérifiait les graphiques sur le moniteur. Comme je l'ai mentionné hier, il y a une fenêtre pour effectuer une craniectomie décompressive afin de soulager la pression sur son cerveau. Sa réponse pupillaire est toujours présente, bien que faible. C'est un espoir, Rick. Je voulais hurler, oui, faites l'opération. Michael, aide-moi. Mais ma langue était inutile. Ma gorge me semblait remplie de coton épais. J'ai crié de toutes mes forces dans ma tête, mais aucun son n'est sorti. Seulement un silence tortueux. Une opération? Rick a laissé échapper un long soupir. Un soupir qui sonnait si fabriqué à mes oreilles. Dr Evans, nous en avons déjà discuté. Eleanor, ma femme, a assez souffert. Je ne peux pas supporter de voir sa tête ouverte à nouveau avec des tubes plantés ici et là. Y a-t-il une garantie à 100% qu'elle redeviendra normale? En médecine, la garantie à 100% n'existe pas, Rick. Mais sans l'opération, le risque est mortel. Nous faisons la course contre la montre, a insisté le docteur Evans. Je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Michael était un brillant médecin. Il savait que je pouvais être sauvé. Il savait que j'étais une battante. Non, docteur, a coupé Rick rapidement. Sa voix est devenue un peu plus froide, mais il l'a immédiatement masquée par un faux sanglot. Je connais ma femme. C'est une perfectionniste. Elle ne voudrait jamais vivre comme un légume, étant un fardeau pour les autres pour le reste de sa vie. De plus, dans notre famille, nous croyons qu'il faut respecter la volonté de Dieu. Si c'est l'heure d'Eleanor, je dois la laisser partir. Menteur. Ai-je hurlé dans mon esprit. Tu as juste peur que je me réveille et que je dénonce tout. Rick, tu es terrifié à l'idée que je dise à la police que c'est toi qui m'as poussé dans les escaliers. Tu as peur que tes dettes de jeu soient exposées. Je me souvenais de l'incident avec une clarté parfaite, comme s'il s'était produit il y a 5 minutes. Une pluie torrentielle s'abattait sur Chicago cette nuit-là, tout comme la pluie que je pouvais maintenant entendre faiblement taper contre la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Nous avions eu une violente dispute au 2e étage de notre luxueuse maison de briques à Lincoln Park. Je venais de trouver des relevés bancaires suspects. L'argent du fonds d'études de notre fille Lily avait disparu. Des dizaines de milliers de dollars volatilisés du jour au lendemain. Quand je l'ai confronté, Rick, qui paraissait toujours élégant et doux en public, s'est transformé en monstre. Son beau visage, celui que les gens louaient toujours comme celui du mari idéal, est devenu cramoisi de rage. Il n'était plus le Rick que je connaissais. Il était un toxicomane aux abois. Mêle-toi de tes affaires, Eleanor. Tu n'es que ma femme.
Ton travail est de te taire et de gagner de l'argent, avait-il grogné. C'est l'avenir de Lily, Rick. Pourquoi l'as-tu utilisé? Encore des paris sportifs? Tes arnaques à la crypto, ai-je crié en retour. Il n'a pas répondu avec des mots, mais avec une poussée violente. J'ai perdu l'équilibre. Mon corps a été projeté en l'air pendant une seconde avant que mon dos ne s'écrase contre les marches et que ma tête ne frappe le marbre froid avec un craquement écœurant. La dernière chose dont je me suis souvenu avant que l'obscurité ne m'engloutisse, c'est Rick debout en haut des escaliers, me regardant non pas avec remords, mais avec un regard calculateur. Il ne s'est pas précipité pour m'aider. Il est resté là à attendre, s'assurant que je ne respirais plus. Et maintenant, il se tenait à mon chevet, jouant le rôle du mari éploré. Rick, je t'en supplie. Reconsidère. En tant que collègue d'Eleanor, je sais que c'est une femme forte. Elle voudrait se battre, a de nouveau plaidé le docteur Evans. J'ai senti la main chaude de Michael toucher mon poignet pour vérifier mon pouls. Ce contact m'a apporté un petit réconfort au milieu de ce désespoir glacial. Assez, docteur. La voix de Rick a monté, puis est redescendue, comme s'il réprimait ses émotions. Je suis son mari. J'ai le droit de décider. J'en ai déjà discuté avec ma mère, et nous sommes d'accord. Nous ne voulons pas qu'Eleanor souffre plus longtemps. Veuillez respecter la décision de notre famille. Débranchez-la, tout simplement. Débranchez-la. Les mots ont résonné dans ma tête comme une condamnation à mort. Il voulait m'assassiner légalement. Il voulait finir ce qu'il avait échoué à faire dans ses escaliers. J'ai senti une autre personne dans la pièce. Un parfum écœurant, l'odeur du gardénia est bien trop forte. C'était ma belle-mère, Brenda. Docteur, la voix de Brenda était aiguë et perçante. Mon fils a raison. C'est le destin d'Eleanor. C'est peut-être un avertissement parce qu'elle était trop occupée par sa carrière, oubliant ses devoirs d'épouse. Ne prolongez pas la souffrance de mon fils, obligé de faire des allers-retours à l'hôpital pour veiller une femme qui est déjà une cause perdue. Laissez-la partir. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Non seulement mon mari, mais aussi ma belle-mère voulaient ma mort. Ils conspiraient. À leurs yeux, je n'étais pas une personne. J'étais un distributeur automatique sur pattes qui était maintenant cassé et devait être jeté. Très bien. La voix du docteur Evans semblait vaincue. Mon cœur a sombré. Si c'est la décision finale de la famille, et que vous avez signé les formulaires de ne pas réanimer et de refus d'intervention médicale, nous ne pouvons pas forcer l'opération. Nous allons procéder à l'extubation, le retrait du tube respiratoire comme vous le demandez. Quand cela peut-il être fait, a demandé Rick. Il y avait une pointe d'impatience dans sa voix. Il était pressé. Nous pouvons nous y préparer maintenant. L'infirmière Jenny va préparer la procédure, a répondu Michael calmement. Non, pas maintenant. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Je dois sauver Lily. Je dois sauver mes biens de ses sangsues. Je dois dire au monde qui est vraiment Rick. J'ai rassemblé chaque once de ma force. Je me suis concentré sur le bout de mon orteil, sur ma paupière, sur n'importe quoi qui pourrait éventuellement bouger. Bouge, Eleanor, bouge. J'ordonnais à mon propre corps, mais rien. Mon corps restait immobile, un morceau de viande sans vie. Une froideur a remonté de mes pieds. Pas le froid de la pièce, mais la peur glaciale de la mort imminente. J'ai entendu des pas approcher. L'odeur de la colonne coûteuse de Rick mélangée à la faible odeur de fumée de cigarette rassis était près de mon visage. Il s'est penché, approchant ses lèvres de mon oreille. Désolé, chérie, a-t-il chuchoté si doucement que j'étais sûr que Michael et l'infirmière Jenny ne pouvaient pas entendre. Quand tu seras parti, ta police d'assurance remboursera toutes mes dettes. Tu es enfin utile. Ces mots ont mis le feu à mon âme. Une rage incroyable a explosé dans ma poitrine, plus chaude que le feu, plus forte que la peur. Il voulait me tuer pour l'argent de l'assurance. Il m'appelait utile seulement quand j'étais morte. Salaud. Cette fureur a déclenché quelque chose dans mon cerveau. L'adrénaline a inondé mon système nerveux endormi. Mon cœur a commencé à s'emballer. Bip, 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 bip. Docteur, le rythme cardiaque de la patiente grimpe en flèche, s'est exclamé l'infirmière Jenny. Eleanor, a appelé Michael. Dans cette obscurité, je me suis battu.
J'ai griffé les parois de cette paralysie avec les ongles de ma rage. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Pas des mains de cet homme. Le moniteur cardiaque qui s'accélérait est devenu la bande sonore de ma lutte. Son rythme était chaotique, correspondant au tumulte explosif dans ma poitrine. Je n'étais plus une patiente passive. J'étais une tigresse acculée, prête à bondir sur quiconque menaçait sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi fait-il ce bruit? La voix de Rick était paniquée. Pas paniquée d'inquiétude, mais de peur. Il avait peur que son plan ne s'effondre à la dernière seconde. C'est une réponse sympathique, a expliqué le docteur Evans, sa voix se rapprochant. J'ai senti sa main vérifier mes paupières, projetant la lumière d'une lampe stylo dans mes pupilles. Une lumière aveuglante a percé l'obscurité. C'était douloureux, mais c'était aussi de l'espoir. Il y a une poussée soudaine d'activité cérébrale. Eleanor ressent peut-être de la douleur ou une émotion forte. Quelle émotion? Elle est dans le coma, a aboyé Brenda. Sa voix était perçante de mécontentement. Allez, docteur. Ne nous donnez pas de faux espoirs. Débranchez tout maintenant pour qu'elle puisse être en paix. Nous ne pouvons pas effectuer la procédure quand la patiente est instable, madame, a déclaré fermement l'infirmière Jenny. J'ai reconnu la voix de mon amie. Jenny, merci de me défendre. J'ai concentré toute l'énergie qui me restait sur un seul point, mes yeux. Mes paupières me semblaient aussi lourdes que du fer, scellées par une superglue invisible. Mais je m'en fichais. La haine pour Rick et Brenda était un carburant bien plus puissant que n'importe quel stimulant. J'imaginais le visage de Lily, ma petite fille qui avait encore besoin de sa mère. Si je mourais maintenant, Lily serait élevée par ces monstres. Rick dilapiderait mon héritage dans les jeux, et Lily serait négligée. Non, cela ne pouvait pas arriver. Ouvre. Ouvre tes yeux, Eleanor. Dans un seul souffle saccadé qui semblait me déchirer la poitrine, j'ai forcé les muscles de mes paupières à fonctionner. Lentement, la lumière blanche de la salle de soins intensifs a commencé à filtrer floue, aveuglante. Tout n'était qu'une forme brumeuse et sans mise au point. Docteur, regardez, a crié l'infirmière Jenny. J'ai cligné des yeux une fois, deux fois. Les formes devant moi ont commencé à se préciser. Un visage. Le visage inquiet de Michael était directement au-dessus du mien. Derrière lui se tenait Jenny, la main sur la bouche, les yeux embués de larmes. Et dans le coin, je les ai vus, Rick et Brenda. Le visage de Rick est devenu livide instantanément, blanc comme un linge. Ses yeux se sont écarquillés comme s'il voyait un fantôme sortir de sa tombe. Il a fait un pas en arrière inconsciemment, heurtant le support de perfusion et le faisant vaciller. Sa bouche était entr'ouverte, mais aucun son n'en sortait. Le masque du mari éploré qu'il portait s'est brisé, remplacé par une expression de pure horreur. Il savait. Il savait que j'avais entendu son dernier murmure. Brenda était pétrifiée, ses mains serrant son sac à main en cuir coûteux. Le visage de la vieille femme s'est crispé, ses lèvres serrées en une ligne fine et désapprobatrice. « Eleanor, tu m'entends » a demandé Michael, sa voix tremblante d'émotion. Il s'est penché plus près. J'ai essayé de répondre, mais ma gorge était desséchée. Le tube du ventilateur était logé dans ma bouche, me donnant envie de vomir. C'était douloureux. Je n'ai réussi qu'un faible gémissement. Doucement, Eleanor. Doucement. Tu es toujours sous ventilateur. Ne lutte pas contre la machine, a instruit Michael gentiment. Il a regardé Jenny. Préparez le sevrage du ventilateur. Elle est pleinement consciente. Nous allons essayer d'extuber maintenant si sa respiration spontanée est adéquate. Rick a soudainement fait un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle malgré la peur gravée sur son visage. Attendez, docteur. Est-elle vraiment consciente, ou est-ce juste un réflexe avant qu'elle ne s'en aille? Vous savez, on dit qu'il y a un dernier sursaut avant la fin, n'est-ce pas? Comme tu es vil, Rick. Même alors que j'ouvre les yeux, tu espères encore ma mort. Michael s'est tourné vers Rick avec un regard noir que je ne lui avais jamais vu. Monsieur Henderson, votre femme a ouvert les yeux et a établi un contact visuel direct et intentionnel. Ce n'est pas un réflexe. C'est de la conscience. Le processus de retrait du tube du ventilateur a été atroce. C'était comme si un long serpent était retiré du plus profond de mes poumons. J'ai toussé violemment, ma poitrine brûlant. Des larmes ont coulé au coin de mes yeux.
L'infirmière Jenny a habilement nettoyé le mucus de ma bouche et a ajusté un masque à oxygène sur mon visage. Respire, Eleanor. Lentement, a guidé Michael. J'ai inhalé avidement l'oxygène pur. Mes poumons me faisaient mal, mais cette douleur était la preuve que j'étais en vie. J'ai fixé intensément Rick un regard qui envoyait un message clair, la guerre ne fait que commencer. Rick semblait agité. Il a fouillé dans la poche de son pantalon, peut-être pour son téléphone ou ses cigarettes, ou juste pour une échappatoire. Chérie, Dieu merci tu es réveillée, a-t-il dit, sa voix sonnant complètement faux. Il a essayé de s'approcher et de prendre ma main. J'ai retiré faiblement ma main, rejetant son contact. Dégoûtant. Sa peau me semblait être du poison. Eleanor. Rick a semblé surpris par mon rejet. J'ai regardé Michael. Je devais lui dire maintenant avant que Rick n'ait une chance de manipuler la situation ou de me blesser à nouveau quand personne ne serait là. Ma voix était un murmure rauque, à peine audible, comme du papier de verre sur du bois. Docteur, j'ai réussi à appeler. Michael a immédiatement approché son oreille de mes lèvres. Oui, Eleanor. Prends ton temps. Où as-tu mal? J'ai rassemblé mon dernier souffle. J'ai jeté un coup d'œil à Rick, qui m'observait avec méfiance. Il se penchait, essayant d'écouter. Éloignez-le, j'ai sifflé, dirigeant mon regard vers Rick. Michael a compris. Il a levé la main, faisant signe à Rick de reculer. S'il vous plaît, laissez-nous un peu d'espace, monsieur Henderson. Rick s'est retiré à contre-cœur, ses yeux ne me quittant jamais. De la sueur froide a commencé à perler sur ses tempes. J'ai saisi le col de la blouse de Michael, le forçant à s'approcher encore plus si près que lui seul pouvait entendre mon murmure. C'était la clé de la chute de Rick. C'était ma véritable police d'assurance vie. Téléphone, j'ai chuchoté, ma voix se brisant. Dans le casier 303, salle des résidents. Michael a froncé les sourcils, confus, mais écoutant attentivement. Le code j'ai avalé péniblement, ma gorge était à vif. La date de décès de sa mère. J'ai jeté un coup d'œil à Rick. Rick ne connaissait pas la date de décès de sa propre mère parce qu'il s'en fichait. Mais il utilisait cette date comme code-PIN de carte bancaire parce que c'était la seule date qu'il avait pris la peine de noter dans le vieux journal de son père le jour où il a reçu son premier héritage. Ironique. Michael s'est figé. Il a lentement reculé son visage et a plongé son regard dans mes yeux. Il y a vu le sérieux et la peur. C'était un neurochirurgien, il était brillant. Il a immédiatement compris que ce n'étaient pas les divagations d'une patiente post-coma. C'était un signal de détresse. Le visage de Michael, qui était plein d'inquiétude médicale, est devenu pâle. Il a réalisé les implications de ce que j'avais dit. Un téléphone caché, un code secret, la terreur d'une patiente envers son propre mari. Michael s'est redressé, essayant de rester professionnel, bien que ses mains tremblent légèrement. Il a regardé Rick, son regard désormais rempli de suspicion. Infirmière Jenny, a appelé Michael, sa voix délibérément neutre. Veuillez veiller sur Madame Henderson. Ne laissez personne s'approcher d'elle, y compris sa famille, sans ma permission. Je dois aller chercher un médicament spécial à la pharmacie un instant. Mais docteur, je suis son mari, a protesté Rick, son ton montant sous le coup de la panique. Ses instincts criminels sentaient le danger. Protocole d'observation post-coma, monsieur Henderson. La patiente a besoin d'un calme absolu, sinon elle pourrait avoir une crise convulsive, a menti Michael avec aisance. Il a tapoté l'épaule de Jenny, lui lançant un regard que seules deux personnes ayant travaillé ensemble pendant des années pouvaient comprendre, protège-la. Michael s'est retourné et est sorti rapidement de la salle de soins intensifs. Je l'ai vu mettre la main dans la poche de sa blouse blanche, en sortant son propre téléphone portable. Ses doigts ont dansé sur l'écran. Il n'appelait pas la pharmacie. Je savais qu'il appelait quelqu'un de bien plus important en ce moment, la police. Rick a regardé Michael partir avec inquiétude. Puis ses yeux sont revenus vers moi. Ce regard n'était plus celui de l'amour ou du chagrin, mais celui d'un prédateur réalisant que sa proie vient de lui échapper. Et maintenant, le chasseur était devenu le chassé. J'ai réussi un faible sourire derrière mon masque à oxygène. Tu es fini, Rick. L'atmosphère dans la pièce est devenue silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le calme lourd et chargé avant une tempête, aussi épais que l'air sous les nuages noirs avant que la foudre ne frappe.
Après que le dos du docteur Evans a disparu par la porte, la tension dans la pièce a été multipliée. J'étais toujours allongé, faible, la moitié de ma vie semblant avoir été ramenée d'outre-tombe tandis que l'autre moitié luttait pour rester ancrée dans le monde réel. L'infirmière Jenny montait la garde près de mon lit, sa posture défensive. Elle n'était pas seulement une infirmière pour moi en ce moment, elle était la dernière forteresse me protégeant des deux prédateurs debout près du pied de mon lit, Rick et sa belle-mère, Brenda. Oui, Brenda était la belle-mère de Rick, la femme qui avait épousé son père pour son argent et qui avait élevé Rick dans le culte de la richesse matérielle. Il me fixait tous les deux Rick avec une agitation qu'il ne pouvait cacher, son pied tapant un rythme anxieux et irritant sur le sol en vinyle de l'hôpital. Ses yeux parcouraient la pièce, jetant occasionnellement un coup d'œil vers la porte par laquelle Michael était parti, puis revenant vers moi avec une expression illisible, un mélange de peur et de haine profonde. « Qu'est-ce qui prend autant de temps au docteur Evans » a grommelé Rick, rompant le silence. Sa voix semblait rauque. Il a jeté un coup d'œil à sa fausse Rolex, une réplique haut de gamme qu'il utilisait pour impressionner ses clients d'affaires. Il est juste allé à la pharmacie. Ça n'aurait dû prendre que 5 minutes. La pharmacie centrale est peut-être occupée, monsieur. Il y a eu beaucoup de victimes d'accidents à cause de la tempête dehors, a répondu l'infirmière Jenny calmement, bien que je puisse voir que ses mains étaient serrées en poing ferme sur ses côtés. Jenny savait que quelque chose n'allait pas, Jenny savait que Michael n'était pas allé à la pharmacie. J'ai essayé de réguler ma respiration derrière le masque à oxygène. Chaque inspiration donnait l'impression de sucer des lames de rasoir tranchantes et douloureuses mais la douleur me maintenait consciente. Mon esprit a dérivé vers le téléphone, un vieux téléphone jetable déglingué que j'avais caché il y a 3 mois. J'avais déjà senti le comportement pourri de Rick à ce moment-là. L'argent de notre compte joint commençait à disparaître. Puis les bleus ont commencé à apparaître sur mon corps, toujours à des endroits couverts par les vêtements. Rick était habile dans ses abus. Il ne frappait jamais mon visage parce que, en tant que médecin, je devais voir des patients. Il frappait le haut de mes bras, mes cuisses ou mon ventre, des parties que je pouvais cacher sous ma fière blouse blanche. J'avais acheté ce téléphone d'occasion dans une petite boutique à la périphérie de Chicago en payant en espèces pour qu'il ne puisse pas être tracé. C'est là que j'avais tout stocké, des enregistrements de nos disputes, des photos des bleus que j'avais prises secrètement dans les toilettes de l'hôpital, et une vidéo des aveux de Rick quand il était ivre, une vidéo où il se vantait de son plan d'assurance. Je l'avais caché dans le casier 303, un casier dans l'ancien salon des résidents rarement utilisé, parce que la serrure était coincée et qu'il se trouvait dans un coin humide. Seul moi savais comment l'ouvrir avec une secousse spécifique. Je sors 1 minute, a dit soudainement Rick, marchant vers la porte. Mon cœur a semblé s'arrêter. Savait-il? Pouvait-il deviner? Rick était rusé. Ses instincts criminels étaient aiguisés. S'il suivait Michael et découvrait qu'il n'était pas à la pharmacie, il saurait que j'avais fuité quelque chose. Il pourrait devenir désespéré. Je suis désolé, monsieur Henderson. La voix de Jenny était tranchante, stoppant Rick net. Le docteur Evans a ordonné que vous restiez ici. Nous pourrions avoir besoin du consentement de la famille immédiate si l'état de madame Henderson décline à nouveau. Rick s'est retourné, le visage rouge. J'ai besoin d'une cigarette. Je suis stressé de voir ma femme comme ça. Qui êtes-vous pour m'arrêter? Vous n'êtes qu'une infirmière. Je suis les ordres du médecin traitant, a rétorqué Jenny, tout aussi féroce. Et il stérilise le couloir en ce moment en raison du transfert d'un patient infectieux. Vous ne pouvez pas sortir pendant les 10 prochaines minutes. Un mensonge. Jenny mentait pour le retenir ici. Je voulais la remercier, mais je ne pouvais que cligner faiblement des yeux. Brenda a ricané. Elle s'est approchée de mon lit. L'odeur écœurante de son parfum au gardénia m'a retourné l'estomac. Elle m'a regardé de haut avec un mépris condescendant, comme si j'étais de la saleté sur ses chaussures coûteuses. Tu vois ce que tu as fait, Eleanor, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais assez claire pour que je l'entende. Tu déranges tout le monde. Si tu étais une bonne épouse, tu ne ferais pas subir ce stress à ton mari. Tu aurais dû mourir en paix. Des larmes de rage ont perlé au coin de mes yeux. Cette femme, elle savait à quel point son beau-fils était dépravé, mais elle fermait les yeux pour l'allocation mensuelle que Rick lui donnait, de l'argent qu'il avait volé de mes économies. Soudain, Rick a semblé réaliser quelque chose. Ses yeux se sont écarquillés. Il m'a regardé, puis a regardé la porte. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle.
Peut-être s'est-il souvenu de la fois où je l'avais surpris en train de fouiller dans mon sac, cherchant des preuves. Peut-être a-t-il réalisé que mon murmure n'était pas juste une plainte de douleur. Pousse-toi. Rick a poussé l'épaule de Jenny avec force, faisant trébucher mon ami contre un chariot de médicaments. Le fracas du métal a brisé la tension. Monsieur, ne soyez pas violent, a crié Jenny. Vous cachez quelque chose, a hurlé Rick, sa panique atteignant son paroxysme. Il ne se souciait plus de jouer le mari éploré. Evans n'est pas à la pharmacie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui as dit, Eleanor? Quoi? Rick s'est élancé vers moi, ses grandes mains agrippant la barrière du lit, son visage enragé à quelques centimètres du mien. L'odeur de cigarette et de sueur froide émanait de lui. J'ai vu le meurtrier dans ses yeux. Il voulait m'étouffer. Il voulait me faire taire pour toujours avant l'arrivée de la police. Réponds-moi, a-t-il hurlé, en secouant le rail du lit. Mon moniteur cardiaque a crié alors que mon rythme cardiaque montait en flèche. Bip, 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 bip. Sécurité. Jenny a hurlé de toutes ses forces, en appuyant sur le bouton d'urgence au mur. Rick a paniqué. Il savait que son temps était écoulé. Il a lâché le rail du lit et a couru vers la sortie. Il devait arrêter quoi que Michael soit en train de faire. Il devait effacer les preuves. Mais alors que la porte automatique coulissait, la fuite de Rick s'est arrêtée net. Dans l'encadrement de la porte, 2 gardes de sécurité costauds bloquaient déjà le passage. Et derrière eux, essoufflé mais avec un regard triomphant sur le visage, se tenait le docteur Michael Evans. Dans sa main, il tenait un objet qui a fait flancher les genoux de Rick instantanément, un vieux téléphone jetable noir avec un écran fissuré. Ma boîte de Pandore. La tempête à l'extérieur semblait faire rage, frappant furieusement contre la fenêtre de l'unité de soins intensifs au rythme de la tempête qui éclatait maintenant à l'intérieur de la pièce. Un éclair a illuminé le visage de Rick, désormais blanc comme du papier. Il a fait un pas en arrière, ses jambes instables comme si ses os avaient été arrachés de son corps. Le docteur Evans est entré, suivi de 2 hommes en civil dont l'aura d'autorité était indéniable. Des détectives. Michael n'a pas regardé Rick. Il a marché droit vers moi et a posé le vieux téléphone sur la table de chevet comme s'il présentait un trophée. Le téléphone était scellé dans un sac de preuves en plastique transparent. Quelle est la signification de tout cela? La voix de Brenda a crié, brisant le silence tendu. Elle essayait de maintenir son arrogance, bien que ses yeux trahissent sa panique. Pourquoi arrêtez-vous mon fils? Et qu'est-ce que c'est que cette camelote? L'un des détectives, un homme d'âge moyen portant une veste en cuir marron trempée par la pluie, s'est avancé. Détective Miller, s'est-il présenté. Je l'avais déjà vu s'occuper de cas médico-légaux à l'hôpital. Monsieur Rick Henderson. La voix du détective Miller était profonde et ferme. Nous avons reçu un rapport de suspicion de tentative de meurtre et de violence domestique. Nous avons besoin que vous restiez où vous êtes. Calomnie, a crié Rick, la voix brisée. Des perles de sueur de la taille de grains de maïs coulaient sur ses tempes. Tout cela est l'œuvre de ma femme. Elle est folle, officier. Elle a des hallucinations à cause du coma. Les médicaments ont endommagé son cerveau. Michael a regardé Rick froidement. Le cerveau d'Eleanor fonctionne parfaitement bien, Rick. Assez bien pour se souvenir du code d'accès de ce téléphone. Michael a ramassé le téléphone, toujours dans sa pochette en plastique, et l'a allumé. L'écran brillait faiblement, affichant un champ de mots de passe. La date du décès de ta mère biologique, a dit Michael platement. Rick s'est tu. Il a avalé sa salive difficilement. C'était son petit secret. Sa mère était morte d'une longue maladie parce qu'il ne pouvait pas payer les soins, bien avant que son père ne devienne riche et ne se remarie avec Brenda. Rick avait toujours blâmé leur pauvreté pour sa mort, c'est pourquoi il était devenu obsédé par l'argent. Et cette date, ironiquement, était devenue le code de toutes ses activités criminelles, un rappel tordu de la raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait. Michael a tapé les chiffres, le 5 avril 2098. Clic, le téléphone s'est déverrouillé. Le petit bip du son de déverrouillage a été comme une bombe explosant aux oreilles de Rick. Michael a tapoté l'écran à plusieurs reprises, a ouvert un dossier nommé épreuve et a connecté le téléphone à un petit haut-parleur portable qu'il avait apporté avec lui. Écoutons un peu, a dit Michael. Le premier fichier audio a été lancé. Il y a eu un bruit de froissement, puis la voix de Rick, claire et venimeuse, a rempli l'unité de soins intensifs.
Signe le Hummer, Eleanor. Signe ces papiers de transfert d'actifs maintenant. Puis est venu le son sec d'une gifle et mon cri étouffé. Quand tu seras parti, je toucherai l'indemnité d'assurance. 2 millions de dollars, Eleanor. C'est plus qu'assez pour rembourser mes dettes de jeu et vivre confortablement avec ma mère. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mourir lentement ou signer maintenant? Le visage de Brenda s'est décomposé. Elle a couvert sa bouche, les yeux écarquillés en fixant le vieux téléphone. La preuve était irréfutable. La voix de Rick, son ton malveillant, la mention de sa mère, tout était mis à nu. C'est un deepfake. Rick a tenté de nier, mais sa voix n'avait aucune force. Il a reculé lentement vers la fenêtre, ses yeux cherchant follement une échappatoire impossible. Avec l'IA maintenant, ça doit être une fabrication. Eleanor est neurochirurgienne, elle est brillante. Elle a dû me piéger. Une fabrication? Michael a haussé un sourcil. Il a tapoté à nouveau l'écran. Et cette vidéo? La vidéo a été lancée. Le petit écran du téléphone était orienté pour que les détectives puissent voir. C'était la vidéo que j'avais secrètement enregistrée depuis une fente dans le placard pendant que Rick était au téléphone avec quelqu'un, probablement son bookmaker. Dans la vidéo, Rick faisait les 100 pas, le visage furieux. Ne t'inquiète pas, mec. Ma femme est prise en charge. Les escaliers de notre maison deviennent glissants quand ils sont mouillés. Une petite poussée. Son accident domestique. Les flics ne soupçonneront jamais rien. Le paiement arrive la semaine prochaine, je te le promets. La vidéo s'est terminée. Silence. Seul le bip régulier de mon moniteur cardiaque servait de témoin silencieux à la chute d'un monstre. Le détective Miller a fait signe à son partenaire. Menottez-le. Attendez. Non. Maman. Aide-moi. Rick a crié de façon hystérique alors que les officiers s'approchaient de lui. Il se débattait, donnant des coups de pied comme un enfant piquant une colère. C'est un malentendu. C'est Eleanor la folle. Elle est tombée toute seule. Vous avez le droit de garder le silence, a dit l'officier, en tordant le bras de Rick derrière son dos. Le clic métallique des menottes se verrouillant autour de ses poignets était plus beau que n'importe quelle symphonie que j'ai jamais entendue. Rick a été traîné devant mon lit. Ses yeux ont rencontré les miens. Il ne restait plus d'arrogance, seulement de la terreur pure. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis, avec le peu de force qu'il me restait, j'ai lentement levé ma main droite. Mes doigts ont bougé faiblement, pointant vers la porte. Sortez. Tu es un démon, Eleanor. Un démon, hurlait Rick alors qu'il était emmené vers la porte. Sa voix a résonné dans le couloir de l'hôpital avant de finalement s'éteindre. Brenda était toujours là, figée. Elle m'a regardé, puis a regardé la porte par laquelle son beau-fils avait été emmené. Sans dire un mot, aucune excuse, aucun remords, elle s'est détournée et est sortie brusquement de la pièce, le bruit de ses talons claquant avec un son arrogant mais vide. Elle a choisi de sauver sa propre réputation plutôt que de défendre le fils qui venait d'être démasqué comme un criminel. Mon corps s'est soudainement senti mou. L'adrénaline qui m'avait soutenu a disparu, remplacée par un épuisement écrasant. Ma vision a recommencé à se troubler, mais cette fois ce n'était pas à cause du coma. C'est fini, Eleanor. C'est fini. La voix douce de Michael était à mon oreille. Il tenait ma main fermement. Tu es en sécurité maintenant. Rick ne peut plus te toucher. Jenny sanglotait au pied du lit, tenant mes jambes. Je suis tellement désolé, elle. Je n'avais aucune idée que tu portais tout cela toute seule. Je voulais sourire, mais mes muscles faciaux étaient trop fatigués. J'ai juste fermé les yeux, laissant les larmes couler sur l'oreiller. La pluie à l'extérieur tombait toujours à verse, mais la tempête à l'intérieur de ma vie venait de s'apaiser. Pourtant, je savais que ce n'était pas vraiment fini. La tempête de l'opinion publique était sur le point de commencer. Mais au moins pour ce soir, j'étais en vie. J'avais gagné. L'écho du cri de Rick, me traitant de démon, s'est lentement estompé dans le long et froid couloir de l'hôpital, mais sa vibration est restée dans l'air, flottant comme une fumée toxique dans la salle de soins intensifs désormais silencieuse. Son départ, emmené par la police menottes au poignet, aurait dû m'apporter un immense soulagement. J'aurais dû me sentir libre, mais ce que j'ai ressenti à la place était un vide douloureux,
comme si mes propres os avaient été arrachés de force en même temps que l'homme que je considérais autrefois comme le port final de ma vie. Mon corps a finalement abandonné. L'adrénaline qui avait brûlé dans mon sang, me forçant à rester consciente et à me battre, était maintenant éteinte. Le moniteur à côté de moi a recommencé à biper avec un ton d'avertissement. Non pas parce que mon cœur s'était arrêté, mais parce que son rythme était devenu faible et erratique. Eleanor, reste avec moi, Eleanor. La voix du docteur Evans semblait lointaine, comme si elle appelait du bout d'un tunnel. J'ai senti des mains médicales s'affairer rapidement sur mon corps. L'infirmière Jenny a injecté quelque chose dans ma ligne intraveineuse. Une sensation de froid s'est propagée dans ma veine et lentement à travers mon corps, apportant une lourde somnolence avec elle, mais j'ai refusé de fermer les yeux. Une chose n'était pas encore terminée. Une vie de plus était en jeu dans ce jeu d'échecs mortel. Lily, elle chuchotait, ma voix à peine audible sous le masque à oxygène qui avait été replacé sur mon visage. Où est ma fille? Michael, qui vérifiait ma réponse pupillaire, s'est arrêté. Son visage tendu s'est adouci. Il m'a tenu la main, non pas en tant que médecin, mais en tant qu'ami qui comprenait la plus grande peur d'une mère. Lily est en sécurité, elle. Elle est chez mes parents pour l'instant avec ma mère et sa nounou, a répondu Michael doucement. Je suis allé la chercher discrètement hier soir dès que j'ai soupçonné Rick d'essayer de précipiter ton arrêt des soins. Il n'a aucune idée qu'elle est là. Des larmes ont coulé du coin de mes yeux, trempant l'oreiller. Dieu merci, Lily était en sécurité. Rick ne pouvait pas l'utiliser comme un pion. Ce monstre ne pouvait pas toucher à ma petite fille. Le détective Miller, l'officier qui avait arrêté Rick, s'est approché du lit. Il semblait mal à l'aise au milieu de cette situation médicale intense, mais son devoir exigeait de la résolution. Il tenait le sac en plastique contenant le téléphone jetable, la seule arme que j'avais. Dr Henderson, a dit le détective Miller respectueusement, je sais que vous avez besoin de vous reposer, mais j'ai besoin d'une brève confirmation verbale pour sécuriser officiellement cette preuve. Est-il exact que ce téléphone est le vôtre et contient des preuves de menaces proférées par Monsieur Henderson? J'ai hoché la tête faiblement. Oui. C'est la preuve. Compris. Nous allons le traiter immédiatement. Monsieur Henderson sera détenu ce soir pour tentative de meurtre et violence domestique aggravée. S'il vous plaît, reposez-vous. Une déposition complète pourra être prise une fois que votre état se sera amélioré. Après le départ du détective, l'atmosphère dans la pièce a changé. Ce n'était plus une tension criminelle, mais les décombres émotionnels laissés par la tempête. L'infirmière Jenny redressait ma couverture avec des mains tremblantes. Je pouvais voir que les yeux de mon amie étaient gonflés. Elle avait dû retenir ses larmes tout ce temps, essayant de rester forte devant Rick. J'ai eu si peur, elle point. Les sanglots de Jenny ont finalement éclaté. Elle a serré mes jambes couvertes par la couverture. Je pensais que Rick allait craquer et étrangler juste devant nous. Ses yeux. Ils avaient l'air possédés. Ça suffit, Jen. N'en parlons plus. Laisse Eleanor dormir, a réprimandé Michael doucement, bien que je sache qu'il était lui aussi encore secoué. La nouvelle de l'arrestation de Rick s'est propagée comme une traînée de poudre. Même dans mon état de semi-conscience, je pouvais sentir le changement dans les regards des infirmières de nuit qui venaient vérifier ma perfusion. Il y avait des regards de pitié, de choc, et des chuchotements que j'ai surpris accidentellement quand la porte était entr'ouverte. Dingue, non? Le mari du docteur Henderson. Il était si beau. Il nous payait toujours le café. J'ai entendu dire qu'il avait des centaines de milliers de dettes. Paris sportif. Une vague de honte m'a envahi. Pendant des années, j'avais cultivé une image de neurochirurgienne accomplie, une femme de carrière avec une famille harmonieuse. Je couvrais chaque bleu avec un fond de teint épais et des chemisiers à manches longues. Je couvrais chacune des dettes de Rick avec mon salaire et mes bonus. J'avais construit un magnifique château de sable pour que les gens ne voient pas l'enfer que je vivais réellement. Et ce soir, ce château de sable avait été balayé par une vague brutale de vérité. Tout le monde savait maintenant, le docteur Henderson n'était pas une femme parfaite. Elle était une victime battue. Elle a de nouveau appelé Michael. Il s'est assis sur la chaise près de mon lit, me regardant avec une intensité profonde. La pluie à l'extérieur s'était calmée en une petite bruine, tapant un rythme lent contre la fenêtre. Tu n'as pas besoin de penser à ce que les gens disent. Concentre-toi simplement sur ta guérison. Nous avons encore un long chemin à parcourir.
Rick et sa mère ne resteront pas silencieux. J'ai regardé Michael. Les marques d'épuisement étaient claires sur son visage. Il avait risqué sa carrière ce soir, mentant sur le fait d'aller à la pharmacie, appelant la police en dehors de la bureaucratie rigide de l'hôpital, et cachant mon enfant. Il avait fait tout cela pour moi. Merci, ai-je dit sincèrement. Michael a esquissé un petit sourire, de ceux qu'il montrait rarement à l'hôpital. Dors, Eleanor. Demain est un nouveau jour, et cette fois tu n'es pas seul. Le sédatif a fini par l'emporter. Ma conscience a été tirée doucement dans un monde de rêves sombres mais paisibles. Plus de douleur. Plus de cris de Rick. Juste une obscurité tranquille. Pour la première fois en 3 jours, j'ai dormi non pas parce que j'étais dans le coma à cause d'un traumatisme contondant, mais parce que mon corps savait que la menace avait disparu. Mais au fond de moi, mon instinct chuchotait que ce n'était que la fin du premier acte. La véritable guerre, la guerre contre l'opinion publique et les manœuvres juridiques était sur le point de commencer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit-là. J'avais été transféré de l'unité de soins intensifs vers une suite privée dans l'aile VIP. Mon corps se rétablissait avec une rapidité surprenante, du moins physiquement. Les bleus avaient pris une teinte jaunâtre et les points de suture sur ma tête avaient cicatrisé, mais les blessures invisibles étaient férocement enflammées. Ce matin-là, le dur soleil de Chicago perçait les stores de ma chambre d'hôpital. Cela aurait dû être une journée radieuse, mais mon humeur était sombre et lourde. Sur mes genoux se trouvait une tablette que l'infirmière Jenny m'avait prêtée à contre-cœur. Elle avait refusé au début, mais j'avais insisté. J'avais besoin de savoir ce qui se passait dehors. Je ne pouvais pas mener cette guerre à l'aveuglette, et ce que j'ai vu sur cet écran a fait bouillir mon sang. Une vidéo virale circulait sur les réseaux sociaux avec des millions de vues. La vignette montrait le visage de Brenda, la belle-mère de Rick, pleurant toutes les larmes de son corps devant notre luxueuse maison, une maison achetée à la sueur de mon front. Le titre était provocateur, le déchirement d'une mère, une riche doctoresse piège son mari pour son amant. Ma main a tremblé alors que j'appuyais sur lecture. Dans la vidéo, Brenda était habillée simplement, un contraste frappant avec son style glamour habituel, et ne portait aucun maquillage pour paraître plus misérable. Mon fils Rick est un mari très patient, sanglotait Brenda devant la caméra, tamponnant ses larmes de crocodile avec un mouchoir. C'est vrai, il a été licencié et ne travaillait pas, mais il a toujours essayé de rendre sa femme heureuse. Et qu'a-t-il obtenu en retour? Eleanor, ma belle-fille. Elle le trompait avec un collègue, un autre médecin. Quand Rick l'a confrontée, Eleanor est entrée dans une rage folle et est tombée dans les escaliers lors d'une crise d'hystérie. Maintenant, elle déforme les faits. Elle et son amant ont piégé mon fils pour pouvoir être ensemble. Oh mon Dieu, où est la justice? La vidéo était montée de manière dramatique, accompagnée d'une musique triste déchirante. Et le pire était la section des commentaires. Des milliers de commentaires d'inconnus qui ne savaient rien, me jugeant avec des mots plus tranchants qu'un scalpel, quelle femme ingrate. Elle a un beau mari et elle trompe quand même. Bien sûr que son petit ami médecin a aidé à le piéger. Vérifier son compte bancaire. Boycotter l'hôpital où elle travaille. Médecin contraire à l'éthique. Je me sens si mal pour sa mère. Les larmes d'une mère sont sacrées. Cette Eleanor va avoir son karma. J'ai jeté la tablette au pied du lit. Ma poitrine était oppressée, non pas par mes poumons en convalescence, mais par la calomnie vicieuse qui me mettait à nu devant tout le pays. Il ne savait pas que Rick me battait. Il ne savait pas qu'il avait dilapidé mes économies au jeu. Il ne voyait que le drame. Et Brenda était une actrice bien plus douée que moi. Elle savait que les gens sont facilement influencés par les larmes d'une vieille femme, quels que soient les faits. La porte de ma chambre s'est ouverte. Le docteur Evans est entré portant un plateau avec du gruau et un verre d'eau. Il avait l'air reposé aujourd'hui, mais son sourire a disparu lorsqu'il a vu l'expression de mon visage et la tablette posée de travers sur le lit. « Tu l'as regardé ?» a-t-il dit platement. Ce n'était pas une question. « Comment puis-je me reposer, Michael ?» Ma voix a monté, des larmes de frustration débordant. « Regarde ce qu'ils disent. Ils disent que j'ai une liaison avec toi. Que Rick est innocent. Brenda déforme tout. Ma carrière, ma réputation. Tout est ruiné. » Michael a posé le plateau et a approché une chaise. Il n'a pas essayé de m'apaiser avec des platitudes vides. Il m'a regardé avec une détermination farouche. « Écoute-moi, Eleanor.
C'est une stratégie classique, a-t-il dit calmement. L'avocat de Rick a dû suggérer cela à Brenda. C'est ce qu'on appelle un procès par la presse. Ils savent que nos preuves juridiques, les enregistrements, la vidéo, les rapports médicaux sont solides. Donc, ils ne peuvent pas gagner au tribunal. Leur seul mouvement est de te détruire mentalement par l'opinion publique. Ils veulent que tu déprimes et que tu abandonnes les charges ou que tu paraisses mentalement instable devant le juge. Mais ça fait mal, Michael. Ils nous insultent. Laisse-les aboyer. Nous avons une morsure fatale. Michael a sorti son propre téléphone. L'équipe médico-légale vient de finir de récupérer les données de l'ordinateur portable de Rick qu'ils ont saisi chez toi. Tu sais ce qu'ils ont trouvé? Un historique de chat entre Rick et une femme nommée Cindy. C'est la véritable maîtresse de Rick. Et devine quoi? Cindy est enceinte de 4 mois. Mon monde a cessé de tourner pendant un instant. Enceinte? Ma voix était étranglée. Alors en plus du jeu, il était aussi. Oui. L'argent que tu pensais avoir été perdu au jeu? Une grande partie a été détournée vers l'appartement de Cindy dans le West Loop, a continué Michael. La police a également trouvé des preuves de transfert du compte de Rick vers un bookmaker en ligne le jour même de ta chute. Le mobile est clair. Il avait besoin de l'argent de ton assurance vie pour couvrir ses dettes et subvenir aux besoins de sa maîtresse enceinte. La nouvelle m'a frappé comme un coup de massue. Mais étrangement, cette fois, cela ne m'a pas fait mal. C'était une justification. C'était des munitions. C'était la preuve que je n'étais pas folle. Nous garderons cet A pour le procès, a dit Michael. Laisse Brenda parler pour l'instant. Plus elle vole sur ses mensonges, plus sa chute sera dure quand nous exposerons tout. Soudain, la porte s'est à nouveau ouverte. Cette fois, une petite silhouette est entrée en courant d'un pas joyeux, transformant instantanément la pièce lugubre. Maman. Lily. Ma petite fille. Elle a sauté dans mes bras sans hésitation, enfouissant son visage dans mon cou. L'odeur de ses cheveux, le parfum familier de la poudre pour bébé, a instantanément balayé la puanteur des médicaments et de la calomnie en ligne. Je l'ai serrée fort si fort, comme si j'avais peur qu'elle disparaisse si je la lâchais. Tu m'as manqué, maman, a-t-elle gémi joyeusement. L'oncle Michael a dit que tu avais mal à la tête parce que tu travaillais trop. Tu vas mieux maintenant? J'ai regardé les yeux ronds et innocents de Lily. Elle ne savait rien de son père. Elle ne savait pas qu'il avait essayé de tuer sa mère. Et je ferai n'importe quoi pour protéger cette innocence le plus longtemps possible. Maman va tout à fait mieux maintenant, ma chérie. Parce que tu es là, ai-je répondu en embrassant son front. Michael se tenait derrière Lily, souriant chaleureusement. La présence des deux me donnait une force qu'aucun médicament ne pouvait fournir. Brenda pouvait avoir ses milliers d'internautes et ses trolls payés. Rick pouvait avoir son avocat rusé. Mais j'avais la vérité. J'avais Michael. Et plus important encore, j'avais une raison de vivre. Michael, ai-je appelé, ma voix désormais beaucoup plus ferme. J'ai essuyé les larmes de mes joues. Il ne servait à rien de pleurer sur les commentaires d'inconnus. Oui, elle. Appelle le meilleur avocat que tu connaisses. Je ne reculerai pas. Je vais tous les traîner dans l'enfer qu'ils ont créé pour moi. Et quant à cette vidéo de calomnie, j'ai jeté un coup d'œil à la tablette toujours allumée. Nous ne répondrons pas maintenant. Nous collecterons chacun de ces commentaires vicieux. Je les poursuivrai tous pour diffamation après la condamnation de Rick. Michael a éclaté d'un large sourire fier. Ça, c'est le docteur Eleanor Henderson que je connais. Le prédateur est réveillé. La tempête de calomnie à l'extérieur pouvait continuer à faire rage, la foudre frappant ma réputation, mais à l'intérieur de cette pièce avec ma fille et l'homme qui me protégeait sincèrement je me sentais calme. J'étais prête pour le tribunal. J'étais prête à affronter ces hypocrites. Rick pensait qu'il pouvait me détruire. Il se trompait lourdement. Il venait de créer son pire ennemi. Le jour du procès est arrivé dans une atmosphère grise et oppressante, comme si le ciel de Chicago ressentait le poids lourd sur ma poitrine. Le palais de justice du comté de Cook se dressait imposant avec ses colonnes massives, assaillies par une mer de gens. Les flashs des appareils photo ont crépité comme des éclairs avant même que mes pieds ne touchent le trottoir. Prête, elle, a demandé Michael, en me regardant dans le rétroviseur. Ses yeux calmes offraient un petit ancrage dans la tempête.
Prête ou pas, je dois y faire face, Michael. Pour Lily. Pour moi-même, ai-je répondu, essayant de m'en convaincre plus que lui. Au moment où la porte de la voiture s'est ouverte, le chaos a éclaté. Des microphones ont été poussés agressivement vers mon visage, frôlant mon nez. Dr Henderson, quelle est votre réponse aux allégations d'infidélité de votre belle-mère? Est-il vrai que l'enregistrement audio était un faux généré par IA? Dr Evans, quelle est votre relation réelle avec la femme de l'accusé? Les questions étaient comme des flèches empoisonnées, tirées sans relâche. Je gardais la tête basse, caché derrière des lunettes de soleil sombre, tandis que Michael et nos deux avocats, M. Durand et son équipe, se frayaient péniblement un chemin à travers la foule. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était lourd et étouffant, un mélange de parfums bon marché, de sueur et de vieux papiers. La salle était comble. Sur le côté droit au premier rang, j'ai vu l'opposition. Brenda était assise là, le menton haut, vêtue tout de blanc avec un long foulard, un costume de scène parfaitement conçu pour susciter la sympathie du tribunal. Son visage était poudré d'un maquillage léger pour la faire paraître pâle et affligée, comme si elle était la véritable victime ici. Et là, sur le siège de l'accusé, se tenait Rick. Il portait une combinaison de prisonnier orange voyante avec le numéro 085 sur la poitrine. Ses cheveux, habituellement coiffés avec soin avec une pommade coûteuse, étaient en désordre, et il avait des cernes sous les yeux. Pourtant, quand nos regards se sont croisés, je n'ai vu aucun remords. J'ai vu un éclair de rage contenue, une arrogance qui ne s'était pas éteinte. Il m'a lancé un regard acéré, puis un sourire mince et tordu, un sourire qui envoyait un message terrifiant, « Tu penses pouvoir gagner contre moi ?» Tout le monde debout. L'audience est ouverte. La voix de l'huissier a percé la tension. 3 coups de maillet du juge ont marqué le début de la bataille. L'avocate de l'accusation, une femme d'âge mûr et coriace nommée Miss Wallace, a lu l'acte d'accusation d'une voix forte et claire. Elle a détaillé la chronologie de la tentative de meurtre avec des précisions qui m'ont donné la chair de poule, la poussée dans les escaliers, l'abandon alors que j'étais dans le coma, la tentative de débrancher mon respirateur. Mais le véritable drame a commencé lorsque l'équipe de défense de Rick a pris la parole. Son avocat était un certain monsieur Davis, un homme corpulent à la voix tonitruante et réputé pour faire n'importe quoi pour gagner, y compris déformer les faits. Votre honneur, la voix de monsieur Davis résonnait sur les murs de la salle d'audience alors qu'il faisait les 100 pas avec assurance. Mon client, monsieur Rick Henderson, est la victime d'un stratagème malveillant. Sa femme, le témoin principal Eleanor Henderson, a des antécédents de stress sévère dus aux pressions de son travail de neurochirurgienne. Cette charge de travail inhumaine a conduit à la dépression, à des hallucinations et à des tendances à l'automutilation. J'ai serré les poings sur mes genoux. Mensonge, criait mon esprit. L'incident dans les escaliers, a continué monsieur Davis, pointant dramatiquement Rick du doigt, était une tentative de suicide ratée de Miss Henderson. Mon client a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Et quant au respirateur, c'était un acte d'amour d'un mari qui ne pouvait supporter de voir sa femme souffrir comme un légume. Mais ses bonnes intentions ont été déformées pour couvrir la liaison du témoin avec son collègue. Son doigt s'est déplacé pour pointer Michael, qui était assis dans la galerie. Un murmure sonore a parcouru les spectateurs. Quelques partisans de Brenda ont chuchoté bruyamment, me lançant des regards méprisants. Femme sans pudeur, a sifflé quelqu'un derrière moi. C'était ensuite à mon tour de monter à la barre des témoins. Mon cœur battait comme s'il allait bondir de ma poitrine. J'ai prêté serment sur la Bible, la main tremblant violemment. Monsieur Davis m'a immédiatement attaqué comme un requin sentant le sang. Miss Henderson, a-t-il demandé d'un ton condescendant, est-il vrai que vous rentriez souvent tard le soir? Oui, c'est une exigence de ma profession de médecin, ai-je répondu fermement, essayant de garder ma voix stable. Et est-il vrai que vous étiez souvent seul avec le docteur Evans dans la salle de repos des résidents? C'est un espace public dans l'hôpital. Nous discutions de patients. Discuter de patients ou planifier autre chose, a coupé monsieur Davis. Soyez honnête, docteur Henderson. Vous sentiez que votre mari au chômage, monsieur Henderson, n'était plus à votre niveau, n'est-ce pas? Vous aviez honte d'avoir un mari sans emploi, alors vous avez cherché du réconfort dans les bras d'un homme plus accompli, puis vous avez cherché un moyen de vous débarrasser de votre mari sans le désordre d'un divorce et du partage de vos biens. Objection, votre honneur, a crié Miss Wallace. Les questions du conseil sont spéculatives et brusquent le témoin.
Je ne fais qu'explorer le mobile, votre honneur, a répliqué Davis avec un sourire sournois. J'ai pris une profonde inspiration, regardant droit vers le juge. Votre honneur, je n'ai jamais eu honte d'un mari qui était en difficulté. J'avais honte d'avoir un mari qui a volé le fonds d'études de sa propre fille pour jouer au jeu et qui a ensuite tenté d'assassiner sa femme quand il a été découvert. Davis a ri de façon moqueuse. Le jeu? Où est la preuve? Ce n'est qu'une accusation sans fondement. Nous avons la preuve, est intervenue calmement Miss Wallace. Votre honneur, nous demandons la permission de diffuser les preuves électroniques obtenues légalement, un enregistrement audio du téléphone de la victime juste avant l'incident, les images de vidéosurveillance de l'hôpital et les données médico-légales de l'ordinateur portable de l'accusé. Le visage de Rick, auparavant calme, s'est crispé. Il a chuchoté frénétiquement à Davis, mais son avocat ne pouvait que rester silencieux pendant que le juge approuvait la demande. La salle d'audience est devenue totalement silencieuse. Alors que le technicien diffusait le premier fichier audio, un grésillement a rempli la pièce. Puis vint la voix de Rick claire, cruelle, sans filtre. Signe le ou meurt, Eleanor. Signe ces papiers de transfert d'actifs maintenant. Le son d'une gifle sonore. Smack. Puis mon cri étouffé. Quand tu seras parti, je toucherai l'assurance. 2 millions de dollars, Eleanor. C'est plus qu'assez pour payer mes dettes de jeu et vivre confortablement avec ma mère. Alors, qu'est-ce que ce sera? Mourir lentement ou signer maintenant? Toute la salle d'audience a eu un hoquet de surprise. Les murmures se sont transformés en une vague de choc. Les visages dans la galerie qui me regardaient avec mépris étaient maintenant pâles. La voix était si réelle, si sadique, une contradiction totale avec l'image de Marie patient que Rick avait construite sur les réseaux sociaux. Rick a baissé les yeux, ses mains agrippant ses genoux. Une sueur froide coulait sur ses tempes. C'est un deepfake de l'IA, a soudain crié Rick en bondissant sur ses pieds. C'est un médecin. Elle est intelligente. Elle pourrait fabriquer n'importe quoi. L'accusé va se rasseoir, a aboyé le juge. Si l'accusé nie l'audio, a dit Miss Wallace avec un petit sourire triomphant, regardons les preuves visuelles. Voici une vidéo que la victime a secrètement enregistrée depuis un placard alors que l'accusé était au téléphone. La vidéo est passée sur un grand écran de projection. On voyait Rick faire les 100 pas dans notre chambre, une cigarette aux lèvres, le visage furieux. T'inquiète pas, mec. Je m'occupe de ma femme. Les escaliers de notre maison deviennent glissants quand ils sont mouillés. Une petite poussée. Accident domestique. Les flics ne soupçonneront jamais rien. Le paiement arrive la semaine prochaine, je te le promets. Silence. Cette fois, c'était un silence d'horreur. Mais notre attaque n'était pas terminée. Miss Wallace avait gardé la bombe finale pour détruire la crédibilité de Brenda et le mobile de la femme infidèle qu'ils avaient construit. Votre honneur, a continué Miss Wallace, la défense accuse la victime d'avoir une liaison. Cependant, les données récupérées sur l'ordinateur portable de l'accusé révèlent le contraire. Nous soumettons comme preuve des virements bancaires du compte de l'accusé à une certaine Miss Cindy, ainsi que des photographies d'eux ensemble. L'écran de projection a changé. Une liste de virements bancaires est apparue, totalisant des centaines de milliers de dollars au cours des 6 derniers mois. De l'argent que j'avais travaillé jour et nuit pour gagner. De l'argent destiné à l'avenir de Lily. Et le coup de grâce final a été la dernière photo, Rick avec son bras enroulé amoureusement autour d'une jeune femme dans un appartement luxueux. La femme portait une robe moulante qui accentuait son ventre de femme enceinte. Monsieur Henderson a utilisé l'argent extorqué à sa femme et prévoyait d'utiliser le versement de son assurance vie pour financer une autre femme qui porte actuellement son enfant issu de leur liaison illicite, a déclaré fermement Miss Wallace. La salle d'audience a explosé. Espèce de fils de, a crié un homme au fond. Mais la réaction la plus glaçante est venue de Brenda. Le visage de la vieille femme était terreux, comme si tout le sang en avait été drainé. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant l'écran, puis se tournèrent vers son beau-fils avec un regard d'incrédulité totale. Pour Brenda, l'argent était Dieu. Voir l'argent de la famille canalisé vers une autre femme était la trahison ultime. Rick, la voix de Brenda tremblait, perçant le chaos. Est-ce que c'est vrai? Tu as dit que cet argent était pour une entreprise minière. Tu as dit qu'Eleanor était celle qui dépensait sans compter. Rick ne pouvait pas répondre. Il s'est recroquevillé davantage sur son siège, les épaules secouées. Il savait qu'il était fini.
Ces masques fils dévoués, Marie Lésée avait été volée en éclats devant sa mère, la loi et le pays tout entier. Monsieur Davis s'est essuyé le visage avec un mouchoir, l'air vaincu. Il savait que l'affaire était perdue. Assez, a soudain hurlé Rick de manière hystérique, sa voix se brisant comme du verre. Il a donné un coup de pied dans la table devant lui, la renversant. Oui, je l'ai fait. Vous êtes content maintenant? C'est à cause d'elle, tout ça. Rick a pointé un doigt tremblant vers moi, les yeux rouges et mouillés de larmes de rage et de désespoir. Elle était avare. Elle avait un salaire à 6 chiffres mais faisait mendier son mari comme un cas de charité. Je suis le mari, le chef de famille. Son argent aurait dû être mon argent. Je ne faisais que prendre ce qui était à moi. Si elle était simplement morte, tous mes problèmes seraient résolus. Mes dettes payées, Cindy à l'abri, et je n'aurais plus eu à écouter ses reproches. L'aveu a résonné dans chaque recoin de la pièce, enregistré par chaque caméra, entendu par Dieu. C'était l'aveu le plus honnête et le plus dégoûtant qui aurait pu sortir de sa bouche. Il ne regrettait pas d'avoir essayé de me tuer, il regrettait seulement d'avoir échoué. Le juge a frappé son maillet à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre. Les agents de sécurité ont maîtrisé le Rick déchaîné pour le rasseoir sur sa chaise. Le reste du procès a été un flou pour moi. Je ne pouvais que pleurer silencieusement non de tristesse, mais d'une libération émotionnelle accablante. Dans la galerie, Michael m'a regardé et a hoché la tête lentement, me donnant de la force. 2 semaines plus tard, le jour du verdict est arrivé. Je me tenais debout alors que le juge lisait la décision d'un baryton profond et autoritaire. Sur les chefs d'accusation de tentative de meurtre, de violence domestique aggravée et de fraude, cette cour déclare l'accusé, Rick Henderson, coupable sur tous les chefs. Compte tenu de l'absence de circonstances atténuantes, l'accusé n'ayant montré aucun remords et ayant au contraire diffamé la victime. Le juge a marqué une pause, toute la salle retenant son souffle. Cette cour condamne l'accusé à une peine de 18 ans dans une prison d'État. 18 ans. Le maillet est tombé une fois un coup sec. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu, plus mélodieux que n'importe quelle symphonie. Rick s'est effondré comme si on lui avait retiré les os. Il s'est affalé sur sa chaise, le regard vide. Au premier rang, Brenda s'est évanouie et a dû être évacuée par des proches, un acte tragique final de la part d'une femme cupide. Alors que les gardes l'emmenaient menottée, Rick s'est retourné pour me regarder alors que nous nous croisions dans le couloir. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement une peur sombre et creuse. Il avait tout perdu, sa liberté, son argent, et sa maîtresse, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'était enfuie avec ses actifs restants et sa dignité. Je l'ai regardé en retour sans pitié, sans peur. Récolte ce que tu as semé, Rick, ai-je chuchoté, juste assez fort pour qu'il entende. Rick a été traîné au loin, disparaissant derrière la porte des cellules de détention. Je suis sorti du tribunal. Le soleil brillait avec éclat, perçant les nuages gris qui stagnaient au-dessus de nous. L'air pollué de Chicago semblait frais dans mes poumons. La tempête était passée. Le prédateur était en cage, et j'étais libre. Le premier matin après le verdict a semblé étrange. Je me suis réveillé alors que le soleil matinal perçait à travers un interstice des rideaux, m'éblouissant. Pendant quelques secondes, la panique m'a saisi. Mon cœur battait la chamade et ma main a frénétiquement tâté l'autre côté du lit, terrifié à l'idée d'y trouver le corps de Rick, de sentir l'odeur de sa cigarette froide, d'entendre son grognement colérique. Mais l'espace à côté de moi était vide, froid et silencieux. Lentement, la réalité a imprégné ma conscience. Rick était parti. Il était au centre correctionnel de Stateville, dormant sur un sol en béton froid, pas sur ce matelas king size. J'ai expiré une longue et profonde bouffée d'air, sentant l'oxygène remplir mes poumons sans l'oppression familière de la peur. Mais une victoire au tribunal n'est pas un remède instantané. Mes blessures physiques avaient peut-être cicatrisé, les points de suture sur ma tête étaient partis, mais les blessures de mon âme étaient encore béantes. Pendant le premier mois, je me réveillais souvent au milieu de la nuit, trempé de sueur froide, entendant des pas dans les escaliers ou rêvant que j'étais poussé dans un abîme sombre. J'avais toujours l'impression d'être surveillé. La guérison n'est pas linéaire. Il y avait des jours où je me sentais incroyablement forte, comme si je pouvais conquérir le monde. Mais il y avait d'autres jours où je ne pouvais que me recroqueviller sous les couvertures, pleurant sans raison, me sentant sale et stupide d'avoir aimé un monstre comme Rick pendant tant d'années. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt, Michael, ai-je demandé un après-midi lors d'une séance de thérapie informelle avec lui dans un café calme.
Je suis médecin. Je suis censé être une experte en diagnostic. Pourquoi ai-je été si aveugle à la maladie de mon propre mariage? Michael a remué son café lentement, me regardant avec patience. Parce que tu l'aimais. Et les manipulateurs comme Rick sont des experts pour cacher les symptômes. Ne blâme jamais la victime. C'est lui qui était malade, pas toi. Mon premier grand pas vers la guérison a été de quitter cette maison luxueuse, celle qui avait été le témoin silencieux de chaque gifle, de chaque insulte, de chaque larme. Je l'ai vendue. Je ne me souciais pas des faux souvenirs heureux qui y avaient existé autrefois. J'ai utilisé l'argent de la vente pour rembourser les dettes restantes que Rick avait contractées en mon nom, repartant de zéro. Avec le reste, j'ai acheté une maison modeste dans la banlieue tranquille d'Evanston. Ma nouvelle maison était beaucoup plus petite, une maison de plein pied avec une grande pelouse et un érable devant. Mais cette maison avait quelque chose que le palais de Rick n'avait jamais eu, la paix. Ses murs ne gardaient aucun souvenir de cri. Ses planchers n'ont jamais été tachés de mon sang. C'était une toile vierge. Ici, j'ai commencé à reconstruire ma vie avec Lily. Lily, ma petite fille, maintenant âgée de 6 ans, était ma plus grande raison de continuer. Le traumatisme avait laissé des traces sur elle, elle était devenue calme et craignait les bruits forts. Mais lentement, son rire joyeux a commencé à revenir. « Maman, regarde !» Un papillon, a-t-elle crié un matin, courant pieds nus sur la pelouse. La voir rire si librement m'a réchauffé le cœur. Nous étions en sécurité maintenant. 1 an a passé. J'ai décidé de ne pas retourner travailler à plein temps à l'hôpital d'élite où j'exerçais autrefois. Il y avait trop de regards compatissants, trop de chuchotements dans les couloirs qui me mettaient mal à l'aise. Au lieu de cela, j'ai utilisé mes économies restantes et une partie de l'indemnisation saisie sur les avoirs cachés de Rick pour donner vie à un rêve enfoui depuis longtemps. J'ai loué un espace commercial de 2 étages non loin de ma nouvelle maison. Une enseigne simple mais significative a été installée devant, le Centre Phoenix pour les survivants, conseil et aide médicale pour les victimes de violences domestiques. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un monument à ma survie. J'ai recruté l'infirmière Jenny comme responsable des opérations. Mon ami fidèle a démissionné de l'hôpital dès que je lui ai proposé le poste. Nous nous sommes associés à plusieurs avocats et psychologues travaillant bénévolement. Ce ne fut pas facile au début. Beaucoup de gens étaient dédaigneux. Pourquoi une spécialiste lancerait-elle une œuvre de charité? Il n'y a pas d'argent là-dedans, se moquaient certains de mes anciens collègues. Mais je m'en fichais. La satisfaction de voir une femme trouver le courage de dénoncer son mari violent, ou de voir un enfant dormir enfin paisiblement sans peur, était bien plus précieuse que le gros salaire que j'avais l'habitude de remettre à Rick. L'une de mes premières clientes était une jeune mère nommée Nia. Elle est arrivée le visage couvert d'ecchymose, tout comme je l'avais été. Elle pleurait, disant que son mari était une figure importante de la communauté et qu'elle avait peur que personne ne la croie. J'ai tenu sa main et l'ai regardée au fond des yeux. Je te crois, Nia. Le monde peut détourner le regard, mais ici tu es entendu. Nous allons combattre cela. Je serai à tes côtés. 3 mois plus tard, quand Nia a enfin obtenu la garde exclusive de son enfant et a été libérée de son mari, l'étreinte qu'elle m'a donnée a été plus guérisseuse que n'importe quelle thérapie que j'ai jamais suivie. J'ai réalisé qu'en guérissant les autres, je me guérissais lentement moi-même. Et au milieu de ma nouvelle vie bien remplie, une personne est restée une présence constante et calme, comme un port patient attendant un navire malmené par la tempête, le docteur Michael Evans. Il n'a jamais poussé. Il n'a jamais déclaré son amour par de grands gestes ou des paroles doucereuses. Son amour se manifestait par de petites choses: apporter les beignets préférés de Lily le week-end, réparer un robinet qui fuit au centre, s'asseoir avec moi en silence sur mon porche quand j'étais épuisé. Une nuit, une pluie battante est tombée sur Evanston. Nous étions assis dans mon salon. Lily dormait profondément dans sa chambre. Michael venait de m'aider à finir de rédiger une proposition de subvention pour le centre. « N'es-tu pas fatigué, Michael ?» ai-je demandé soudainement, rompant le calme rempli par le bruit de la pluie. Faire l'aller-retour entre Chicago et Evanston, s'occuper d'une mère célibataire traumatisée. Michael a posé son stylo. Il m'a regardé, son regard calme parvenant toujours à faire battre mon cœur. « Je ne suis jamais fatigué si la destination est toi. J'ai attendu des années pour te voir heureuse, pour te voir sourire librement comme tu le fais maintenant. C'est bien plus qu'assez pour couvrir les frais d'essence. » Mes yeux se sont embués. J'ai pensé à Rick, qui calculait toujours les profits et les pertes dans notre relation,
qui exigeait toujours d'être servi. Et maintenant, il y avait un homme qui donnait sans demander, qui aimait sans condition. Je suis encore brisé, Michael, ai-je chuchoté, la voix tremblante. J'ai peur de recommencer. J'ai peur de me tromper à nouveau. Michael s'est rapproché mais a gardé une distance respectueuse. Il ne m'a pas touché, mais sa présence semblait incroyablement proche. Tu n'es pas brisé, Eleanor. Tu es en rénovation. Et je suis un entrepreneur très patient. Je ne te demande pas de m'épouser demain ou le mois prochain. Je te demande juste la permission de rester ici, d'être avec toi jusqu'à ce que les rénovations soient terminées. Des larmes ont coulé sur mon visage, non des larmes de tristesse, mais d'une émotion submergente. J'ai hoché la tête lentement. Ne t'en va nulle part, d'accord? Michael a souri, un sourire sincère qui atteignait ses yeux. Je ne vais nulle part. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Nos vies se sont installées dans un nouveau rythme paisible. J'ai eu des nouvelles de Rick par mon ancien avocat. En prison, sans argent pour soudoyer les gardes, Rick est devenu une cible facile pour les autres détenus. Avec son statut de batteur de femmes, il était au bas de la hiérarchie carcérale. Il était souvent malade, d'une maigreur extrême, et paraissait beaucoup plus vieux que son âge. Sa mère, Brenda, avait tout perdu et vivait maintenant chez des parents éloignés dans une petite ville, ignorée par les mondains qu'elle vénérait autrefois. Le karma était réel. Il n'est pas venu avec une vengeance explosive, mais avec une justice froide et silencieuse. Je ne les haïssais plus. La haine était épuisante. Je ne ressentais qu'une pitié lointaine, puis je les oubliais. Ils étaient un chapitre clos de mon passé. Cet après-midi-là, j'étais assise sur le porche du centre après que tout le personnel soit rentré chez lui. Le ciel du soir était peint de nuances d'or et d'orange, une toile d'espoir. Lily dessinait à une petite table à côté de moi. Elle dessinait 3 personnes, moi, elle, et un homme de grande taille avec des lunettes nous tenant la main. C'est l'oncle Michael, ai-je demandé en caressant ses cheveux. Lily a hoché la tête avec enthousiasme. Ouais. Quand est-ce que l'oncle Michael va être mon papa? Mes amis à l'école se font chercher par leur papa. Je veux ça aussi. J'ai ri doucement et j'ai regardé vers le portail. La voiture de Michael venait de s'engager dans l'allée. Il est sorti, saluant avec son large sourire caractéristique, tenant un sac de beignets. Le soleil de l'après-midi dans son dos le faisait paraître rayonnant. J'ai pris mon téléphone et ouvert la caméra frontale non pour enregistrer les preuves d'un crime comme je l'avais fait autrefois avec le téléphone du casier 303. Cette fois, je voulais enregistrer le bonheur. Je voulais partager mon histoire pour montrer que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, ai-je dit à la caméra, mon sourire plein et sincère. Merci de m'avoir suivi dans mon long voyage du plus bas jusqu'à aujourd'hui. Le casier 303 renfermait un secret sombre qui a failli mettre fin à ma vie. Mais de cette obscurité, j'ai appris à créer ma propre lumière. La tempête est passée maintenant. Et pour celles et ceux d'entre vous qui pourraient être dans la même situation que moi, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Vous êtes précieux. Vous êtes forts. Et croyez-moi, le bonheur vous attend juste au coin de la rue. J'ai tourné la caméra vers Lily, qui courait pour embrasser Michael. Cette vue, ma fille et l'homme qu'il aimait comme la sienne était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ma vie n'était plus une tragédie. C'était une histoire de triomphe.